C'est le plus puissant des Primes, le plus badass et le plus cool aussi. Depuis 20 ans, il est devenu un personnage majeur du lore de Transformers et a connu en 2024 sa deuxième adaptation sur grand écran. Je parle bien sûr de Megatronus Prime, aussi connu sous le nom du Fallen. Avant que cette vidéo commence, j'aimerais vous parler du partenaire officiel de cette dernière, Transforverse.eu. Vous connaissez peut-être déjà Transforverse, mais un petit rappel ne fait pas de mal. C'est la boutique Transformer qui fait de vos rêves une réalité, en proposant toutes les sorties majeures de figurines en Europe, notées 4,8 étoiles sur 5 sur Trustpilot. Que vous soyez un collectionneur de Studio Series, Masterpiece, Legacy, de modèle kit YOLO Park, etc., vous trouverez votre bonheur. Transforverse, c'est une boutique dont l'offre ne cesse de grandir, avec l'arrivée des Free Zero, les figurines haut de gamme tirées de tous les univers Transformers, Film Live, Transformers One ou encore la G1, avec par exemple Sideswipe, Thundercracker et Starscream. Regardez-le là comme il est beau et prêt à vous trahir. Si vous êtes plutôt petite figurine, les Blockies arrivent en force, avec notamment la gamme dédiée à Transformers One, dont la quasi-totalité est disponible. Enfin, si vous souhaitez améliorer vos figurines, vous trouverez les kits d'amélioration de la marque DNA, vous permettant de rendre vos Transformers encore plus cool. Si vous avez complété par exemple votre Menazor Legacy ou votre Volcanicus, vous pouvez les rendre encore plus badass. Et puisque les fêtes approchent et qu'on veut vous gâter, vous disposez d'un code promo valable pendant une semaine à compter d'aujourd'hui pour votre prochaine commande, donc n'hésitez pas. Encore merci à Transforverse pour leur soutien. Et sur ce, eh bien on va pouvoir enchaîner avec notre grosse analyse du jour. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le concept du Fallen, d'un Prime déchu, a été créé en 2003 dans les comics Dreamwave, et chose encore plus cocasse, ce Prime déchu, eh bien il a été créé par un artiste déchu, si on peut dire. C'est en effet Pat Lee qui a dessiné les premières ébauches autour de ce dernier. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce gars, sachez juste qu'il était le patron de Dreamwave et qu'il a donc eu une assez grosse influence sur les comics Transformers au début des années 2000. Mais il s'est aussi révélé être un gros arnaqueur, ne payant pas ses employés. C'est à cause de sa mauvaise gestion que Dreamwave a fait faillite en 2005. On peut cependant mettre à son crédit d'avoir lancé nombre d'artistes majeurs de la licence, mais voilà, il faut savoir qu'il est très impopulaire dans la communauté de fans, et je trouve donc ça cocasse qu'il ait justement créé le design original du Fallen, le Prime déchu et banni par les siens. Bon après, il a vraiment fait les premières ébauches. Au moment de l'arrivée du personnage dans les pages des comics, ce sont d'autres artistes, notamment Andrew Wildman, qui l'ont un peu redesigné, lui rajoutant notamment une plaque de protection devant le visage pour donner un aspect plus médiéval et souligner son ancienneté. C'est également lui qui amena l'idée de flamme toujours présente autour de lui, un Transformer sans feu, car pourquoi pas après tout. Simon Furman, qui quant à lui a créé les histoires et le lore autour du personnage, a expliqué pourquoi The Fallen était toujours en feu. Tout simplement parce que c'est cool, et dans le cas présent, je ne peux que l'approuver. Très vite, ce personnage s'est imposé comme un élément de lore majeur de Transformers, l'idée d'un très ancien Prime ayant pactisé avec Unicron et qui revient attaquer les Cybertroniens, c'est un concept ultra cool, en plus d'avoir un design marquant avec pas mal de points caractéristiques. Tellement cool que Paramount et Hasbro ont décidé de très rapidement l'adapter au cinéma. Paramount et Hasbro ont très rapidement souhaité faire du Fallen l'antagoniste principal du second opus de la saga de Michael Bay, un concept facile à adapter sur le papier pour une histoire qui allait approfondir les Decepticons et nous révéler que Megatron n'est pas le plus haut placé de ces derniers. Bay a d'ailleurs souhaité cacher pendant longtemps la présence du perso, avant qu'il n'ait d'autre choix que de le confirmer lorsque plusieurs auteurs d'IDW notamment firent fuiter l'info. Il était même allé jusqu'à dire qu'en fait, toutes ces déclarations était une campagne de désinformation volontaire pour garder secret l'identité du méchant. Ah, sacré Michael. Côté Paramount, les cerveaux chauffaient, car il fallait trouver un design pour le personnage, et ça n'allait pas être une mince affaire. Plusieurs ébauches furent réalisées, dans des styles bien différents. Il y avait plusieurs idées autour du Fallen, et les deux principales étaient que son visage ait inspiré l'emblème des Decepticons, mais aussi certaines divinités égyptiennes. Ben Proctor, principal concept artiste du premier film, a planché sur une ébauche de design que je trouve absolument incroyable. C'est une tête majoritairement en forme de logo Decepticon, avec des yeux violets et une inspiration d'Anubis, faisant donc le lien avec les divinités égyptiennes.
américaine. L'autre concept nous vient de l'artiste Tommy Kieme, qui est plus proche d'un pharaon, l'inspiration d'un signe Decepticon étant plus discrète, et c'est cette deuxième proposition qui fut retenue, puis élaborée, mais pas dans le bon sens selon moi. Car là, je peux un peu voir la vibe, mais quand on regarde le design final, il a une tête de poux. Vraiment, je suis désolé, mais je ne vois que ça. Il a vraiment une tête de poux. Concernant son design global, là aussi, on a eu plusieurs propositions. Et encore une fois, j'ai envie de dire, Paramount a probablement retenu la moins intéressante. On va notamment retrouver ce design de Josh Nisi, montrant The Fallen attaquant un porte-avions, probablement dans la scène d'invasion Decepticon au milieu du film. Il a ici un look beaucoup plus massif, quoiqu'un peu impersonnel peut-être, et il est visiblement équipé de sortes de fouets ou de tentacules qu'il utilise pour attaquer les humains. Ensuite, on a eu son design qui a été retenu, à savoir celui-ci, beaucoup plus insectoïde et fin, réalisé par Feng Zhu, ayant également travaillé sur le film précédent, et dont le visuel de base était encore plus chelou. Limite, c'était un squelette le truc. Mais de ce que j'ai pu lire, notamment sur le blog de l'artiste Paul Osimo, ayant bossé sur le second opus également, il a longtemps été question que le Fallen adopte un mode terrestre. En attaquant l'armée américaine, il aurait en effet scanné un avion unique au monde, top secret, nommé Aurora. Alors, de ce que j'ai pu lire, l'Aurora, c'est un nom donné à un avion américain dont on n'est même pas sûr de l'existence. Bon, laissez-moi faire une petite digression. Dans les années 60, les États-Unis mettent en service le Blackbird, un avion légendaire, le plus rapide du monde, ayant aujourd'hui été retiré du service et qui, dans l'univers Transformer, sert de mode alternatif à Jetfire. Selon beaucoup de personnes, il a été question pendant longtemps de remplacer cet appareil, d'aller encore plus loin, et de potentiellement aller encore plus vite, même si théoriquement, c'est très difficile, voire impossible. Sauf qu'officiellement, le Blackbird n'a jamais été vraiment remplacé, et d'autres appareils un peu différents ont vu le jour, pour remplir d'autres tâches. On peut notamment penser dans ce registre au bombardier B-2. Mais pour certains théoriciens du complot, l'armée américaine cache l'existence d'un avion. Le successeur du Blackbird n'a juste jamais été dévoilé, et ne le sera que si une situation critique l'impose, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant. Prénommé Aurora, on ne sait toujours pas aujourd'hui si un tel appareil a existé ou s'il ne s'agit que de légendes urbaines bien tenaces. Quoi qu'il en soit, pour revenir à The Fallen, le concept de départ était donc de le faire se changer en une version fictive de cet appareil. On ne sait pas comment ça aurait été intégré dans le scénario, mais Paul Osimo est formel, c'était le plan de départ. Un design a donc été réalisé pour illustrer cela, nous proposons donc un Fallen un peu plus massif et incorporant des pièces de cet avion fictif, des détails basés sur un mélange de diverses pièces de jets de l'armée américaine. Imaginez la scène, face à l'invasion Decepticon, l'armée américaine déploie son arme secrète, cet avion surpuissant, et non seulement il se fait détruire, mais le Fallen en prend l'apparence et retourne cette technologie contre eux. Non vraiment, ça aurait été fou, mais je m'emballe un peu. Ou alors, on peut aller dans la théorie du complot, et se dire que puisque Michael Bay avait un lien très étroit avec l'armée américaine, ces derniers ont refusé de mettre en avant un avion qui officiellement n'existe pas, et qui alimente les théories du complot justement depuis plusieurs décennies. Le fait est que malgré ces belles propositions, Paramount a fait le choix le moins intéressant à mon sens, un corps alien sans trop de personnalité, et une tête de poux. Mais au-delà du design, ma foi, peu original, on ne peut pas dire non plus que le rôle du Fallen sur grand écran ait été une franche réussite. Mais en même temps, c'est peu surprenant, car il faut le rappeler, Revenge of the Fallen a été un gros bazar de production, en bonne partie à cause de la grève des scénaristes de 2008 et le fait que Paramount n'ait pas souhaité à l'époque décaler la sortie, ce qui a conduit le second opus de la saga à être réalisé sans même avoir de scénario terminé la plupart du temps. Donc là où par exemple Transformers 5 a été un gros bordel parce qu'il y avait trop d'éléments scénaristiques mis bout à bout sans que ça n'ait de sens, dans le cas de Transformers 2, on peut davantage parler de films extrêmement mal écrits, voire même non écrits par moments. Pas étonnant donc que ce soit dans ce long métrage que l'on trouve l'antagoniste principal le moins marquant de la saga, enfin, au moins avec Quintessa.
Déjà, sur le plan de l'histoire, The Fallen est présenté comme l'un des Primes originels, un cybertronien surpuissant qui voyageait à travers la galaxie avec ses frères pour récolter l'énergie d'étoiles pour la transformer en énergon. La règle de cette dynastie était de ne pas détruire les étoiles d'un système solaire abritant la vie, une règle à laquelle le Fallen n'a pas souhaité se plier lorsqu'il arriva sur Terre, construisant une machine sur notre monde et souhaitant l'activer au moyen de la matrice. Étant plus fort et violent que ses frères, ces derniers ne purent que le repousser et se cacher avec la matrice en formant un tombeau avec leurs dépouilles. Alors là déjà, on a deux incohérences. Tout d'abord, la raison du basculement du Fallen est... je vais le dire, elle est totalement bidon. Statistiquement, tu as bien plus de chances dans l'univers de trouver des étoiles avec des planètes n'abritant pas de vie. Donc pourquoi vouloir s'obstiner à détruire d'autres espèces, si ce n'est que pour la volonté d'être méchant? D'autant plus qu'ici, évidemment, il n'y a aucun rapport avec Unicron. Il n'a pas été corrompu par ce dernier comme dans les comics. Donc vraiment, il fait ça juste pour être un gros méchant, en gros. Juste parce qu'il aime pas les humains, quoi. Il est raciste, quoi. Deuxième incohérence, lorsqu'on rencontre le personnage, il semble être prisonnier entre gros guillemets à l'intérieur du Némésis, ou en tout cas retenu par des sortes de liens qui l'empêchent de vraiment bouger. On ne nous explique jamais pourquoi il est dans cet état, car jusqu'à preuve du contraire, il a peut-être été temporairement vaincu par les autres Primes, mais qu'est-ce qu'il a fait ensuite? On n'en sait rien. La seule explication que l'on peut émettre, c'est que les autres Primes ont une sorte de contrôle sur lui, que tant qu'il reste un Prime en vie, il sera prisonnier, mais du coup, pourquoi Optimus, le dernier d'entre eux, ne connaît même pas son existence? Origin unknown. Vous voyez bien le genre de trou scénaristique gigantesque qui s'incruste quand on écrit un film à l'arrache ou que l'on ne l'écrit pas. Et allez, un petit dernier pour la route, The Fallen dit à Megatron que seul un Prime peut le vaincre, et sous-entend donc qu'une fois qu'Optimus aura été tué, il pourra venir sur Terre et accomplir sa vengeance. Mais du coup, puisque Megatron l'a tué, certes avec Starscream et Grindor et par surprise, mais il l'a tué quand même, est-ce que techniquement, ça le rend pas supérieur au Fallen? Est-ce que n'importe quel Megatron qui se respecte n'utiliserait pas cette occasion pour justement trahir son maître et prendre le commandement suprême? Bref. Et donc, quand Optimus revient à la vie, ce qui est quand même l'enjeu de toute la fin du film, le ramener d'entre les morts pour vaincre The Fallen, qu'est-ce qu'il fait pour le battre? Qu'est-ce qui fait que lui, plus qu'un autre, est capable d'en venir à bout? Eh ben, rien de spécial en fait. Il le tue comme il tuerait n'importe quel autre Decepticon, en lui arrachant la tête quoi. Avec la présence de la matrice, il aurait été facile de faire en sorte, par exemple, d'expliquer que seul Optimus est digne de manier son pouvoir, un pouvoir qu'il utilise pour vaincre The Fallen. Mais non. D'ailleurs, je parle de l'absence de pouvoir d'Optimus, mais The Fallen c'est pareil, c'est même pire. On nous montre quelques minutes avant qu'il est capable de se téléporter et de soulever des objets comme s'il avait la force dans Star Wars. Il a littéralement des pouvoirs divins, le genre de capacité qu'on n'avait jamais encore vu à l'écran dans les films, et il ne les utilise jamais contre Optimus Prime. Quand j'étais petit, je me disais que s'il ne les utilisait pas, c'est justement parce qu'il est affaibli par le retour d'Optimus, comme quoi l'existence d'un autre Prime le rendrait plus faible. Sauf que non, car il utilise ses capacités après le retour de ce dernier. Et d'ailleurs, alors que j'écris ces lignes, pourquoi quand il récupère la matrice littéralement dans le torse d'Optimus, il ne le tue pas à nouveau? Prime était au sol, affaibli, à peine réveillé, et puis c'est pas comme si The Fallen n'avait pas une énorme lance capable de faire un joli trou. Ouais, cet extrait de JDG est toujours d'actualité en fait. Le seul moyen de rendre ça encore plus con, ça aurait été que The Fallen se barre en faisant un bisou sur le front d'Optimus avant de partir. D'ailleurs, ce qui me fait vraiment de la peine, c'est que même Michael Bay a désavoué le personnage. Il a dit qu'il ne l'aimait pas, et qu'il ne servait pas à grand chose. Pauvre petit pou. Pour essayer de combler certains trous scénaristiques autour du personnage du Fallen, il faut se pencher sur les scripts alternatifs du film, en particulier ce qui a été adapté dans les comics dérivés, et qui, de ce que l'on sait, contiennent des choses qui auraient pu finir à l'écran. Et vous allez voir, c'est assez fou, ça rend pas le personnage ultra profond non plus, mais ça a le mérite de lui offrir une vraie histoire. Ici, la division au sein des Primes arrive lorsque ces derniers instaurent la règle concernant les mondes habités. The Fallen s'y oppose, jugeant la race cybertronienne supérieure. Selon lui, ils ne devraient pas se fixer ce genre de limites et utiliser toute l'énergie dont ils ont besoin pour prospérer, mais il est forcé de se conformer au départ aux règles fixées par ses frères, bien qu'il prépare déjà un plan en secret. Il commence à rassembler une armée, formée de drones Constructicons et de Seekers, parmi lesquels Jetfire notamment. Ces derniers
seront les premiers soldats Decepticons. Et lorsque les Primes découvrent que leur frère a en réalité ravagé en secret des mondes habités par des formes de vie, par simple désir de vengeance, ils lui livrent bataille sur Terre, alors qu'une machine destructrice de soleil y a été construite. La puissance accumulée par The Fallen au fil de ses expéditions à travers le cosmos l'a rendu plus fort que les autres Primes, et ils tombèrent un à un jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, qui utilisa ses pouvoirs, issus de l'énergie des Primes tombés jusqu'alors, pour piéger le déchu dans un endroit reculé du cosmos, dans une prison. À une époque plus récente, The Fallen arrive à prendre contact avec Megatron par le biais d'un artefact, et ce dernier se met à son service, jurant de retrouver le Allspark et d'activer la machine sur Terre. Ici, le Prime déchu communique uniquement à travers cet artefact, et parvient à s'échapper de sa prison entre le premier et le deuxième film, étant toujours affaibli à l'intérieur du Nemesis. Dans l'adaptation en comics de Revenge of the Fallen, on apprend aussi la raison de pourquoi Megatron l'a suivi en premier lieu. The Fallen lui a promis qu'il ferait de lui un Prime, chose qu'Optimus réfute lors de son affrontement final, tuant ce dernier alors que Megatron refuse de venir lui porter secours. Après tout, étant le premier Decepticon, il était logique que le Fallen soit passé maître dans l'art de la déception et de la tromperie, y compris auprès de son plus proche serviteur. Bon voilà, tous ces éléments ne font pas du Fallen d'un coup un personnage fantastique, et ça reste bien faible en comparaison de ses autres adaptations, mais au moins, il n'est pas qu'un pseudo-méchant suprême qui flotte au-dessus du film entier, mais qui au final n'accomplit pas grand-chose. Avec l'arrivée de Transformers One en 2024 et la place plutôt importante tout de même qu'occupent les Primes dans le récit, même s'ils sont surtout là pour le lore, The Fallen a de nouveau eu l'occasion d'apparaître au cinéma, avec son nom de Prime cette fois, Megatronus, celui qui inspirera Megatron. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'à l'exception d'Alpha Trion, qui est toujours vivant dans le film, Megatronus est probablement le Prime originel qui a le rôle le plus important, même si ça n'est pas tant par ses actions que par l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Déjà, première chose à noter, Transformers One est la seule version à ce jour de la mythologie des Transformers où Megatronus ne bascule jamais du mauvais côté. C'est notamment dû au fait que les Primes meurent relativement tôt, mais je trouve ça quand même cool à noter, d'avoir pour une fois ce personnage être 100% positif sans pour autant perdre en puissance. En effet, il est décrit comme le Prime le plus puissant de tous, celui dont la force brute est la plus importante. Et effectivement, pour le peu qu'on en voit, ça a l'air d'être le cas. Il est très grand, possède une sorte de grande lance, des missiles partout dans son dos, bref, il envoie du pâté pour le peu qu'on en voit. Son sort n'est cependant pas différent de celui des autres Primes. Il est immobilisé par des quintessons et exécuté par Sentinelle. Voir ce dernier tuer Megatronus est ce qui insuffle aussi une grande partie de la haine de D16, puisqu'il s'agit de son héros. Un héros qu'il admire au point d'en avoir un poster, et un sticker qu'Orion Pax lui offre, qui servira de base à l'insigne Decepticon. Visiblement, la puissance et la grandeur de Megatronus sont de notoriété publique, et Sentinelle lui-même reconnaît qu'il était le plus fort des Primes, au point qu'il a pris son T-Cog après l'avoir tué. Oh, Megatronus Prime. Megatronus was the coolest Prime. The baddest, the toughest. Visiblement, ce Cog est en quelque sorte plus puissant entre guillemets que les autres. En tout cas, ça a l'air de lui donner un petit boost de puissance. Avoir un Megatronus Prime plus fort que ses frères et sœurs n'est pas fondamentalement incohérent. Revenge of the Fallen le disait déjà. Mais aussi, dans le lore de Transformers Prime, il est toujours présenté comme le membre le plus violent et avec le plus de force brute des Cybertroniens originels. Encore une fois, la seule différence ici, c'est qu'il n'a jamais sombré, il n'a pas été corrompu par Unicron ou ne s'est pas retourné contre les siens. Finalement, après avoir eu des versions assez manichéennes ou même tragiques du personnage, voire mon focus si vous souhaitez en apprendre plus, ça fait plaisir que pour une fois il soit un héros, et son design d'ailleurs est absolument génial. Si certains peuvent lui trouver des similitudes évidentes avec Tarn dans IDW ou même Scourge de Rise of the Beast, ce côté masque en forme d'insigne, il faut bien avoir en tête qu'ici, c'est le visage de Megatronus qui inspire le logo des Decepticons, et non l'inverse.
Tarn et Scourge, eux, portent juste l'emblème des Decepticons et des Terrorcons en tant que masque. Mais surtout, c'est enfin l'occasion pour Paramount de porter à l'écran le concept art original du Fallen, remontant au second film. Ce design que tant de fans auraient aimé voir à la place de celui qu'on a eu, eh bien on y a enfin eu droit, et ça fait super plaisir. D'ailleurs, une question que certains se sont posées, c'est pourquoi le T-Cog de Megatronus, récupéré par Sentinelle, puis par Megatron, est violet un peu rose au lieu d'être bleu plus classique. Pour moi, c'est simplement une façon de montrer que c'est peut-être ce qui le rendait un peu plus puissant, ce qui explique aussi le boost de puissance qu'il donne à Megatron quand il l'équipe. Mais certains pensent que cette couleur renvoie au violet de l'énergon noir, Megatronus ayant potentiellement tiré sa plus grande puissance d'un contact avec ce dernier. Mais rien ne permet de l'affirmer, et surtout, il a jamais été corrompu. Donc c'est une explication qui n'est pas très satisfaisante, et l'énergon noir n'est de toute façon jamais évoqué dans Transformers 1 au passage. En quelques minutes seulement, et via le rôle qu'il joue indirectement sur l'histoire, Megatronus, dans Transformers 1, fait oublier le triste méchant qu'on avait connu à l'écran en 2009. Il est l'incarnation d'une icône dénaturée, un Prime dont le visage est désormais porté comme symbole par les principaux opposants aux porteurs de la matrice du commandement, un Prime dont les exploits au combat ont inspiré la violence, un Prime qui, alors qu'il est connu pour être le déchu dans les autres univers, a, sans le vouloir, inspiré celui qui plongea Cybertron dans le chaos et forcera son espèce à l'exil. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est peu mais ça aide beaucoup. Pensez aussi à vous abonner et mettre la cloche pour ne rien rater de mes futures publications. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao!